Bonjour et bienvenue dans À propos. Bonjour Isabelle. Bonjour Régine, quel est le sujet de l'émission ce soir? Les femmes de Lunel en petite camarade. Je suis en effet allée le mois dernier, à la veille de la journée des femmes, le 8 mars, écouter Martine Biard qui faisait une conférence sur le sujet. Martine Biard est historienne, poète et auteure d'une vingtaine d'ouvrages. Elle a écrit un livre sur le sujet, je crois. Oui, elle en a même écrit 2 tomes. Ils sont parus aux éditions et des livres. Martine Biard, nos auditeurs commencent à bien la connaître puisque nous découvrons avec elle chaque mois l'histoire passionnante, voire inattendue de Lunel. Petite ville proche de Montpellier et de la Provence. À propos, Régine Acquier. Je laisse d'emblée la parole à Martine Biard pour lui permettre de parler du contexte de son étude sur les femmes de Lunel en petite camarade. Voir comment on allait pouvoir justement traiter de la féminité dans cette ville et suivre justement l'évolution de la condition féminine à travers les femmes de Lunel. Donc il n'y avait pas une histoire des femmes, mais des histoires de femmes. Et ça, c'était un projet qui, jusqu'à présent, en tout cas, est quelque chose d'unique. Nous sommes en train de vivre une période qui est intéressante parce que c'est une période qui libère la parole. Il y a beaucoup de choses qui ne s'étaient pas dites ces dernières années au nom du politiquement correct, au nom quelquefois aussi d'une certaine pudeur. Et maintenant, cette parole qui se libère par strates, selon les milieux, en toute convivialité, selon les territoires, eh bien, ça me paraît très intéressant. C'est sans aucun parti pris que je dis ça, c'est simplement en tant qu'observatrice. Je remercie aussi les femmes qui sont là aujourd'hui parce que c'est une mobilisation collective et ça c'est dans la tradition justement de l'histoire des femmes depuis que je crois elles existent. On est dans une éducation de toute façon, toutes, qui, à mon avis, puise ses racines dans 3 Françoises au moins, c'est-à-dire, si ça vous parle, Françoise Giroud, Françoise Dolto et Françoise Sagan. Et je pense que ces 3 Françoises, elles ont mis une espèce de trépied là, dans ce XXe siècle et que tout, à un moment ou à un autre, nous en avons été traversés. De leurs pensées, de leurs œuvres, de leur émancipation aussi. Je parlais tout à l'heure de libération de la parole et ça me paraît important. Donc un collectif, une parole libérée, sans esprit partisan. Dans ces 2 tomes, il y a des femmes de toutes les conditions, de tous les âges. Ça va de 17 à 97 ans et dans tous les milieux. Il n'y a pas non plus de souhait d'avoir préféré des identités plutôt que d'autres. Je me suis efforcée de donner à toute une légitimité civique. La question s'est posée de savoir si on allait garder les noms. Et ça s'est posé vraiment, c'est-à-dire ça a été l'objet de discussions. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, je suis en train d'interviewer des citoyennes et c'est normal qu'elles parlent avec leur nom et leur prénom, c'est-à-dire avec vraiment une carte d'identité. Elles ont le droit de dire. Et ensuite, se poser aussi la question de l'identité, parce que comme je suis romancière, on aurait pu imaginer, et ça c'était un projet littéraire qui aurait tout à fait tenu la route, que ce soit moi qui imagine des destins divers dans Lunel. Et à ce moment-là, c'était un projet tout à fait différent, parce que c'était mon imaginaire. J'aurais pu m'appuyer sur quelques histoires personnelles des unes et des autres, et ça aurait donné un roman. Et puis non, c'est-à-dire c'est la réalité, la vérité qui finalement a triomphé, et c'est pour ça qu'on est véritablement dans un engagement qui prend tout son sens donc en cette veille de la commémoration des droits de la femme. Cette légitimité civique, elle est dans l'air du temps. Tout à l'heure, j'évoquais les Gilets jaunes, j'ai évoqué aussi le grand débat national. On pourrait, il y a 3 ans aussi, évoquer le mouvement de Nuit debout,
qui était avec aussi des femmes, où il y a 7 ou 8 ans encore, le mouvement Indignez-vous, qui aussi a fait en sorte qu'il y ait des femmes qui s'engagent et qui libèrent leurs paroles. Et je trouve que quand aujourd'hui on s'étonne en disant que le mouvement des Gilets jaunes c'était imprévisible, non. Je peux vous dire que moi, en tant qu'historienne, je le sentais déjà parti dès le mouvement Indignez-vous, qui a été relayé après par Nuit debout, et puis maintenant on en est aux Gilets jaunes. Mais de toute façon, on peut continuer avec Stylo rouge ou avec Gilet vert. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment et qui est un tournant historique en ce début du XXIe siècle. Et peut-être que c'est ça aussi qui va faire qu'on va rentrer enfin dans le XXIe siècle. Y avait-il des raisons de s'indigner à Lunel ? Oui, nous dit Martine Biard, en raison du contexte économique et social. D'abord, il y avait, quand j'ai commencé en 2013, des produits d'importation, c'est-à-dire des produits d'importation et non pas d'intégration. Ensuite, il y avait déjà des attentats. Il y avait déjà aussi des problèmes d'antinomie dans les réseaux sociaux. Il y avait une économie parallèle. Il y avait évidemment le djihadisme, puisqu'il va falloir quand même aborder cette question. Et ce djihadisme, on s'est aperçu qu'il était intramuros. Et on n'a plus de rempart, vous le savez, depuis Louis XIII, ici, il n'y a plus de rempart. Ensuite, il y avait des articles plus ou moins objectifs par rapport à la réalité quotidienne que nous vivions toutes. Des réalités plaquées. On a même dit que Lunel, c'était le Molenbeek français. Et moi, qui avais des amis qui avaient vécu dans des endroits pas toujours faciles, eh bien, je me suis aperçue que non, on n'était pas ici dans des ambiances style La Courneuve, on n'était pas dans des ambiances comme au Memguet, on n'était pas comme à Ampalo à Toulouse, on n'était pas même comme à La Paillade à Montpellier. Et donc, au Chaudron français, écrit par des hommes d'ailleurs qui n'habitent plus ici depuis un certain temps, eh bien, il y a un projet, ce projet de femmes de Lunel en Petite Camargue, qui essaie de répondre et en tout cas qui permet à ces femmes de faire bouillir la marmite ici à Lunel et donc de renvoyer peut-être un certain fumet, voire la vapeur. Ce livre est dédié aux femmes, mais est-ce qu'il est dédié aux pescalunes ? Je ne sais pas. Il n'y a pas que des pescalunes qui ont répondu. Est-il dédié aux Lunelloises ? Peut-être pas tellement. Est-ce que c'est vraiment nous qui avions besoin d'un miroir ? On peut s'interroger et ça sera peut-être l'objet du débat de tout à l'heure. Et puis, à quelle autre femme ? Eh bien, à toutes les femmes, parce que finalement, on s'aperçoit au fil de ces 2 fois 18 entretiens, alors ça c'est mon humour à la noix, c'est-à-dire qu'il y a au moins 36 femmes, eh bien, il y a évidemment le souci d'avoir répondu de la façon la plus authentique. Et je peux vous dire par expérience, parce qu'il y a déjà des lectrices un petit peu ailleurs en France, que ça les intéresse, que ce que nous avons dit les intéresse. Non pas parce qu'on est ici en train de vivre à Lunel, mais parce que ce que nous avons dit, nous, ici à Lunel, intéresse finalement tout un tas de profils en France. Nous avons des regards croisés et une réponse par rapport à une réalité lunelloise quotidienne. Et cette réforme, cette révolution qui est en train de se passer, c'est aussi le résultat d'une évolution de la condition féminine dans le sud de la France. C'est important de dire que nous sommes sur un territoire qui est dans le sud, parce que dans le sud, il y a toujours eu de toute façon la tradition gréco-latine qui fait que nous ne réagissons pas forcément comme au-dessus de la Loire. Qu'une femme qui vit en Petite Camargue, c'est pas forcément quelqu'un qui a les mêmes ancrages que quelqu'un qui vit dans la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing.
Alors, ce n'est pas la première fois que je m'intéresse aux femmes. Il y a déjà quelques années, un gros livre que voici, qui s'appelait Les Traubayrides, femmes poètes du Sud. Et dans ce livre, il y avait des entretiens aussi, 15 femmes poètes du Sud qui, entre l'Aquitaine et la Côte d'Azur, ont accepté de répondre. Il y avait plusieurs prises de position dans ce livre. Et à un moment donné, la question c'était, est-ce important d'être une femme poète en France ? Et là, vous allez voir qu'il y a des réponses que j'avais faites à l'époque et qui, ce soir, prennent tout leur sens par rapport justement au fait qu'on est à la veille du 8 mars 2019. Et j'avais répondu oui, parce que n'importe où ailleurs, j'aurais écrit autrement et autre chose. C'est vrai aussi pour les femmes de Lunel. Oui, parce que tout le sud de la France transpire la tragédie gréco-latine. Oui, parce qu'une femme française, avec le sourire, passe partout dans le monde entier. La mode vestimentaire, la lingerie et la bonnetterie, la chapellerie et la mégisserie, la parfumerie, la galanterie, la bijouterie, l'orfèvrerie, la gastronomie et l'histoire de France, le French cancan, le French kiss, la French touch, la porcelaine et les faïences, toutes les allées des jardins à la française, les armes et les bagages la précèdent. Et je ne sais pas si on est vraiment consciente, nous, Françaises, de cette immense image symbolique que nous transportons partout où nous allons. Et c'est très intéressant d'aller au-delà des frontières, justement, parce qu'il y a un art de vivre à la française dont nous devrions être finalement très respectueux, et les ambassadrices ou les ambassadeurs. Si la femme française se représentait tous les matins ce qu'elle symbolise pour le monde entier, elle se lèverait de meilleure humeur et ferait comme ma grand-mère. Elle n'oserait pas sortir sans avoir mis du rouge à lèvres. Oui, parce qu'il y a en France une riche tradition littéraire, avec peu de femmes, certes, mais tout de même des femmes brillantes et attachantes, pas ridicules du tout, quelle que soit l'époque sur laquelle on se penche. Ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on pense que l'alphabétisation, elle a commencé avec Jules Ferry. Et en fait, non. Si vous regardez Louise Labbé, elle savait écrire et elle écrivait très bien. Et elle écrivait aussi tout un tas de choses que peut-être certaines femmes encore aujourd'hui n'oseraient pas écrire. Et c'était au XVIe siècle. Oui, parce qu'au XIIIe siècle, on nous a reconnu officiellement une âme. C'est intéressant que le père André soit là ce soir, parce qu'effectivement, c'est au XIIIe siècle qu'officiellement, on a reconnu que les femmes avaient une âme. Oui, parce que depuis 1850, mes ancêtres ont pu aller dans des écoles primaires pour lire, écrire et compter, et que je garde tous les jours en tête qu'il y a des parties du monde où ce n'est pas encore jugé obligatoire pour vivre. Et c'est peut-être ça que nous envient certains migrants qui arrivent en France, en se disant que finalement, ici, il y a au moins une instruction qui est assurée. Oui, parce que depuis 1880, les filles de mes aïeules peuvent poursuivre leurs études en collège et en lycée, et donc accéder à la culture pour l'enrichir ensuite et la véhiculer. Oui, parce qu'en France, en lisant et en écrivant, elles ont le droit, depuis 1907, de percevoir un salaire et donc d'assurer leur indépendance. Oui, parce que depuis 1944, le temps de ma grand-mère, on vote à bulletin secret avec toutes les autres. C'est un devoir d'être informé, un droit d'écouter ou de participer à des débats d'idées. Personne ne peut nous empêcher d'écrire de la poésie engagée, nous censurer ou nous emprisonner pour ça. Oui, parce que depuis 1965, une femme en France peut ouvrir un compte en banque à son nom et en disposer partout dans le monde. Oui,
Parce que depuis 1970, une mère peut exercer l'autorité parentale à condition de vouloir des enfants. Car ayant accès à la contraception et à l'avortement, elle a pu choisir, oui ou non, où et quand, et avec qui, la maternité. Combien encore aujourd'hui et dans tous les siècles passés, pour qui la maternité a été subie? Oui, car depuis la parité en politique votée en 2000, la politique éducative et culturelle passe de plus en plus par des décisions de femmes. Oui, parce que depuis 2005, je peux transmettre mon nom à mes descendants. Oui, puisque depuis ce printemps, et depuis en fait 2013, cela aurait fait jubiler Molière. Toutes les femmes ont le droit, mais surtout le choix de se marier, c'est-à-dire de rendre public une entente inégalée, un amour sans bornes, une alliance. Il restera aux religions de juger ce qui est conforme à l'histoire sacrée de chacune, hétérosexuelle ou, bien entendu, lesbienne. Oui, parce que l'artiste, étant toujours au carrefour des idées et des comportements de son temps, il est très important pour moi de continuer d'être une femme, entre autres, poète, écrivain en France et pour la francophonie, aujourd'hui et à l'avenir en ce monde et pourquoi pas dans l'autre. Oui, parce que pour se sentir libre d'écrire, il faut l'être dans sa tête et dans son corps, mais aussi dans une société en paix et qui le permet. Merci aux femmes courageuses et déterminées qui m'ont précédée et aux hommes qui les aimaient assez pour qu'un tel mode de vie soit possible aujourd'hui dans ce pays. Et dans ces Troba Iris, femme poète du Sud, il y avait déjà donc Hélène d'Esti, ici présente. Elle avait participé en tant que poète et elle est l'illustratrice du tome 1, puisqu'elle est aussi sculptrice. C'est un honneur vraiment pour nous, pour moi, qu'elle se soit déplacée parce qu'elle habite entre Lézignan et Carcassonne et elle a fait le trajet exprès pour être là ce soir. On va l'écouter justement sur son engagement, sur ce qu'elle a mis dans tout ce qu'elle a entrepris jusqu'à présent sur le plan artistique. Je tenais d'abord à remercier infiniment Martine, qui est une femme fantastique et une représentante vraiment des femmes de Lunel. Elle a recueilli dans ces 2 livres, qui sont un véritable coffret, les bijoux de ces femmes qui se sont battues là, à notre époque, et qui représentent vraiment disons, la véritable essence de la féminité. Je suis surtout une plasticienne finalement, et parce que j'associe, je suis une grande marcheuse, enfin j'étais une grande marcheuse, parce que je suis touchée en ce moment par un cancer, et donc je ramassais dans la nature tout ce qui pouvait m'intéresser sur le plan des bois, et je les ai transformés. Alors, donc, Martine m'avait posé plusieurs questions avant. Elle m'avait demandé si j'avais cherché à être un symbole. Non, je n'ai jamais cherché à être un symbole ni une pionnière, mais je me suis surtout attachée à fleurir mon chemin de petites pierres et de bonnes actions et de buts à atteindre. Ça a été le parcours de ma vie. J'ai surtout cherché à être un exemple. J'ai dirigé ma vie avec honnêteté, me battant contre l'injustice, respectant les autres et les accompagnant avec fraternité, dénonçant la misère et la souffrance. Et l'art m'a permis de faire comprendre qu'il était possible de concilier éducation, instruction et culture pour magnifier le sacré blotti en chacun de nous. J'ai cherché
à être une femme de mon temps, solidaire, engagée, avec des convictions humanistes et les pieds ancrés dans la vie et la dure réalité de la vie. Alors, mon métier de directrice d'école m'a permis de mettre en œuvre toutes ces aspirations avec les enfants, mais aussi avec les parents. Alors, je vais vous parler de ma passion quand même. Bon, je suis poétesse, puisque je figure dans le livre de Martine. J'ai édité 2 recueils de poésie, mais depuis que je suis malade, je suis atteinte d'un myélome multiple, il y a 4 ans, j'ai voué mon temps justement à l'écriture. Avant, je l'avais voué à la sculpture, mais j'étais un peu diminuée avec les chimios. Donc, j'ai voué mon temps à écrire 5 autres recueils que je n'ai hélas pas fait éditer parce que je n'ai pas le courage, je le dis franchement, de les présenter en médiathèque, d'aller dans les foires aux livres, parce que je n'ai plus la force. Mais la poésie me permet de continuer à vivre et à exister. Alors, cette passion, pour moi, la sculpture et surtout cette envie d'être une plasticienne, c'est surtout l'argile qui m'a portée vers cette passion, parce que je l'utilisais déjà avec les enfants à l'école. Parce que l'argile, c'est la terre. Nous nous en éloignons, hélas. Et à nous, les femmes, de faire comprendre qu'il faut rester en amitié avec la terre, avec cette matière initiale, cette mère, symbole de fécondité. Travailler l'argile, pour moi, m'a permis de garder le contact et de procéder à l'alliance entre l'homme et la terre, et de le faire comprendre aux enfants. L'argile est pour moi une matière charnelle. Elle s'offre à la main, elle se plie, elle se soumet, elle offre sa douceur, elle est comme un corps dans sa mouvance, elle se donne, s'abandonne à l'artiste. Je la façonne selon mon inspiration. Il y a entre elle et moi une connivence, un dialogue, une pénétration. Je l'utilisais beaucoup donc avec mes élèves dans les ateliers artistiques parce que l'argile les calmait, les inspirait, acceptait leurs pulsions et elles se soumettaient au ressort de leur personnalité naissante. Cette personnalité chez un enfant qui est en maternelle, c'est très important justement de la façonner, de l'aider à se créer et à devenir un futur homme. Et donc, pour moi, je leur faisais comprendre combien eux aussi étaient argile et combien ils pouvaient à leur tour sculpter leur statut intérieur, qui est l'esprit même suprême de l'être. Mais j'étais prise dans un carcan trop banal. Alors, je me suis mise à inventer des êtres surgis du tréfonds de moi-même. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai inversé mon nom, Hélène Nesty. Il est devenu Nesty, est devenu Itzen. C'est-à-dire que j'ai offert l'autre personnalité qui était en moi et j'ai commencé à redonner vie à tous ces éléments. Je leur ai accordé une seconde chance d'existence. Ces morceaux de bois que je trouvais dans la nature, je les ai interprétés. Et je les ai fait revivre grâce à l'art et pour l'art. C'était une transformation, une transmutation symbolique, mourir pour eux, pour renaître à autre chose. Cela nous concerne aussi. Pour moi, tout est divin sur Terre. Nous devons respecter toute chose. La vraie présence de Dieu est là, dans cette branche, ramassée sur le sol, vouée à la pourriture, mais sauvée. Elle deviendra danseuse, saisie dans sa grâce. Elle figure dans les illustrations que Martine a eu la gentillesse de mettre dans le livre. Donc,
Dieu pour moi est dans cet arbre, ce rocher, cette racine, ce fruit. Il est essence, il imprègne tout. Il ne tient qu'à nous d'en découvrir le divin. Alors je détruis ça rarement, je ne saccage jamais, mais j'exerce une action alchimique pour en découvrir le sacré. Alors je transforme, je crée pour faire naître l'œuvre. La terre est un jardin magnifique, nous l'oublions trop. Et à l'heure actuelle, je pense que je suis inquiète pour les générations à venir. C'est un jardin magnifique, mais pour qui sait le regarder, mais pour la plupart y avancent en aveugle. Fiers, dominateurs, cruels, consommateurs assoiffés de résultats rapides et de profits instantanés. Dans ma démarche d'artiste, le résultat n'est pas le plus important, mais c'est surtout ce cheminement de recherche qui me plaît pour me mener à la découverte de l'œuvre qui devient sacrée. Ainsi, pourrions-nous œuvrer dans la vie en cherchant l'alliance entre nos cœurs et les valeurs universelles afin de créer le sacré de la vie et atteindre le divin. Voilà, je te remercie beaucoup, Martine. À propos, Régine Acquier. De femmes de Lunel en Petite Camargue, il y a cette conquête de l'instruction, justement, et ça conduit à un choix des femmes à Lunel entre 17 ans, c'est-à-dire la plus jeune, c'est Léa Carville, qui était donc l'année dernière au lycée Feuillade en section de cinéma. Et puis ensuite, Lucie Lecaz, qui est la doyenne donc de toutes ces femmes, qui a 97 ans. Et dans le tome 2, vous verrez son témoignage est tout à fait intéressant parce qu'elle a gardé... elle a gardé toute sa conscience au monde, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, Lucille, ça fait partie des 60% de femmes issues du milieu rural qui, à l'âge de 12 ans, étaient en général placées soit chez des commerçants, soit dans des familles où elles étaient bonnes à tout faire. Et elles attendaient donc d'avoir 17-18 ans pour avoir assez de sous pour constituer un trousseau. Et ensuite, ça leur permettait de se marier et à leur tour de fonder une famille, tout en continuant, dans la plupart des cas, à avoir une activité professionnelle. Le sort de Léa Carville est aujourd'hui est différent parce que justement il y a la possibilité pour les jeunes filles de continuer leurs études en lycée et puis ensuite dans l'enseignement supérieur. Léa, ça fait partie des jeunes filles de Lunel dont on pourrait être fier puisqu'elle a obtenu en juin dernier son bac S avec mention très bien. Donc vous voyez qu'à Lunel, tous les espoirs sont permis. On s'est demandé s'il y avait eu des femmes célèbres à Lunel. D'après lui, il n'y en avait pas eu. Moi, j'en ai trouvé quelques-unes dans l'histoire de Lunel qui avaient été des femmes importantes, soit parce qu'elles appartenaient justement à l'aristocratie, soit parce qu'elles étaient à un moment donné en charge justement de la baronnie, de la seigneurie de Lunel, à cause de leur titre. Preuve que dans l'histoire, il y a eu des femmes de pouvoir, ici à Lunel. Il y a eu d'autres femmes célèbres qui se sont occupées de la baronnie de Lunel, mais nous n'avons pas le temps de les citer toutes ici. Nous revenons donc au portrait contemporain des femmes à la rencontre desquelles Martine nous a conduits au travers de certains nombres de questions. Ces femmes avaient-elles une notoriété ? Alors, toutes les femmes qui ont de la notoriété ici à Lunel, comme par exemple Madeleine Ribaud-Vinas, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui habite les Pyrénées-Orientales, qui est encore dans la neige d'ailleurs, a posé cette question, on en a discuté longuement. Est-ce qu'elle, écrivain qui s'est consacré beaucoup à l'histoire médiévale de Lunel et qui est pour beaucoup dans le fait qu'on ait posé justement une borne qui rappelle le passé juif de Lunel ici au centre-ville,
discute de cette notoriété parce que justement, d'abord, elle est modeste, et puis parce que elle dit la notoriété, en fait, ça correspond souvent à une façon de sentir les choses dans le présent. Et en fait, ce qui va être important pour nous, c'est de savoir si on va durer. Hein, voilà. Et puis après, il y avait l'idée que finalement, chaque existence avait du sens, qu'on avait besoin de tout le monde, que chacun avait sa pierre à apporter à l'édifice. Et ça, c'est une conception aussi très chrétienne, hein, de comprendre que chacun nous apportons quelque chose par le fait même d'être en vie. Et de ce point de vue-là, le préfacier du 2e tome, qui est Robert Faure, a commencé justement à lancer le 2e tome en évoquant la vie tout à fait modeste de ses grands-mères. L'une était marchande de lait, laitière donc, et l'autre était couturière. Et à travers donc ces petits métiers d'autrefois très féminin, il y avait aussi cette part dans la société, de prise par les femmes dans la société. Voilà. La question ensuite, c'est de savoir d'où viennent ces femmes. Alors, il y a toujours un ailleurs. Hein. Alors, l'ailleurs, est-ce que c'est le Sud ailleurs dans le Sud qu'à Lunel, la notion d'étranger ou la notion de qu'est-ce que c'est que les points cardinaux, quand on est à Lunel ou quand on est dans le Grand Sud, ça peut beaucoup varier. Il y a même des Lunélois, des Pescalunes, qui pensent que au-delà du Vidourle, c'est déjà plus vraiment le Sud comme ici, quoi. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient du Grau-du-Roi qui me disaient de toute façon, les Lunélois, ils pensent que nous, on ne fait pas partie du même territoire. Ensuite, il y a la mer Méditerranée aussi, qui est une frontière aussi. Alors, la question, c'est de savoir à partir de quand on considère que l'autre est étranger, en fait. Hein, voilà. Et alors là, on a le cas des Pieds Noirs qui sont arrivés à Lunel, c'est-à-dire eux qui venaient justement d'un endroit qui était un département français, hein, l'Algérie française, c'était un département français. Quand on les accueillait ici, en fait, ils étaient toujours français en France, mais français aussi d'Algérie. Hein. Bon, même s'il y en a qui ont pensé, d'ailleurs, parmi ces Pieds Noirs, qu'on les avait non pas rapatriés, mais expatriés quand ils sont arrivés ici. Alors nous avons le cas de au moins 3 personnes qui ont été justement qui ont été concernées par cette situation. Il y a Madame Nalin, qui a accepté dans le 2e tome de rapporter justement son expérience parce qu'elle est arrivée ici déjà mariée. Ensuite, il y a Madame Sanchez qui, elle, est arrivée jeune fille. Et puis, il y a Madame Moissonnier aussi qui, elle, est arrivée aussi jeune fille ici à Lunel. Voilà. Donc, elles sont arrivées de l'autre côté de l'autre côté de la Méditerranée, mais toujours quand même du Sud. Hein, voilà. Donc, vous voyez comme c'est assez difficile de savoir finalement qu'est-ce que c'est notre sentiment d'appartenance. Les femmes ont parlé très librement, mais parfois, il a été difficile de se mettre à nu. Il faut beaucoup de courage pour cela. Martine Biard commande d'ailleurs les freins à leurs paroles que les femmes se mettent d'elles-mêmes. Ce qui est intéressant de voir parmi nos lectrices, qui sont d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qui vivent dans d'autres villes de France, c'est qu'elles sont très étonnées que je sois arrivée à vous faire parler. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu comme si elles, dans leur ville, ailleurs, en France, elles n'avaient pas cette possibilité de parler, de dire aussi leur vie, leur existence. Et ça me paraît important de rappeler cette liberté individuelle que l'on doit à chaque femme. Hein. Il y a bien sûr des freins. Alors souvent, les freins, ce sont elles qui se les mettent. C'est-à-dire que souvent, les femmes ne se valorisent pas. Elles se donnent dans tout un tas d'activités, de devoirs,
d'aspiration. Mais après, c'est très difficile pour elles de savoir si finalement elles ont compté ou pas, si ce qu'elles ont fait était important ou pas, si c'est valorisé ou pas. Et souvent, comme en plus elles ont des enfants qui ont bien profité de leur éducation et de leur attention, mais qui ne savent pas toujours exprimer leur reconnaissance, eh bien, quelquefois, elles ont l'impression que finalement, c'était normal. Mais à force de mettre, si vous voulez, du normal partout, ben, il y a des fois, on finit par aussi oublier peut-être la valorisation ou l'estime de soi. Alors, la question, c'était justement aussi de savoir dans quelle mesure elles se sentaient libres. Et là, parmi les personnes que j'ai appréhendées ou que j'ai sollicitées, il y en a qui se sont mis des freins par rapport à leur histoire personnelle. Et souvent, c'était par rapport à leur père. Et bizarrement, c'était par rapport justement à une situation parentale qui n'était pas claire, qui faisait qu'elles n'ont pas osé dire d'où elles venaient, leur origine, de quel milieu, parce qu'elles avaient peur que ça soit quelque chose d'honteux. Ensuite, il y a celles qui ont refusé pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'une fois que leur questionnaire a été rempli, elles l'ont déchiré. C'est-à-dire elles se sont auto-censurées en fait en se disant que non, ça allait être trop politique. Alors elles me disaient, mais c'est pas vos questions, Martine, qui le sont, c'est moi mes réponses. Alors qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Alors là aussi, c'est très important d'avoir le courage de se dire que non, on est une citoyenne exactement comme un homme est citoyen et que par conséquent, ce qu'on a à dire, ce qu'on a à proposer, ben, c'est aussi important que si on était n'importe quel autre individu. Voilà. Et puis alors après, il y a eu également le frein des amis. C'est incroyable comme encore dans certains milieux, le cercle amical peut être permissif ou au contraire décourager complètement toute initiative personnelle. Et de ce point de vue-là, c'est quand même assez préoccupant parce que ça voudrait dire que ces femmes ne sont jamais arrivées à l'âge adulte, qu'elles sont encore dans des influences comme on peut l'être quand on est adolescente. Voilà. Donc, je me suis heurtée un petit peu à toute cette prise de position par rapport à la citoyenneté. Après, il y a également le souci de la conquête de l'autonomie financière. Et ça passe par justement des périodes dans la vie des femmes qui font qu'à certains moments, elles osent être indépendantes financièrement ou au contraire, c'est difficile pour elles parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le mari qui ne veut pas, parce qu'elles ont des difficultés pour se déplacer, par exemple. Ou parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'aller jusqu'au bout aussi des études qu'elles auraient souhaité faire, ou des formations. Et donc, de ce point de vue-là, on a un rôle à jouer, nous, entre nous, pour justement stimuler, dans ces moments-là, l'autre à continuer, à oser, à se lancer, à s'engager. Voilà. Alors, cette histoire aussi de à quel temps on vit, ça c'est une question que je me pose depuis très longtemps parce que je trouve qu'on est une génération charnière, une génération très importante. On est passé d'un millénaire à l'autre, on est passé d'un siècle à l'autre. Et donc, il y a là des expériences, si vous voulez, sur le plan temporel, qui sont très importantes. C'est déjà quelque chose, si vous voulez, qui était dans les livres, comme par exemple Guetteur d'infini ou Les Seuils magnifiques, c'est-à-dire cette notion des seuils. Ensuite, il y a le fait qu'on est dans une conquête du corps aussi. Conquête du corps par la santé, la préservation de la santé. Et de ce point de vue-là, dans les témoignages, il y a par exemple
Madame Moissonnier, qui était dans le secteur de la santé, et il y avait également Madame Lavigne, qui était médecin, et qui, toutes les deux ont apporté aussi ce regard sur l'évolution petit à petit de la prise en charge du malade et également de la souffrance. Ensuite, il y a toujours pareil, cette conscience du corps à travers le sport. Là aussi, nous avons dans les témoignages des femmes, je reviens à Madame Moissonnier ou aussi Madame Géraud-Hérault, qui ont rappelé justement le rôle du sport. Alors, soit le sport collectif, soit les arts martiaux. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que des femmes maintenant acceptent de la mêlée, quoi, hein, c'est-à-dire d'aller se confronter à d'autres, de vivre la notion d'équipe, et puis également de se mettre, en position de force par rapport à l'adversité. Parce que pendant très longtemps, les femmes ont été soumises, ont été dociles, on les a éduquées pour ça d'ailleurs. Et le fait, si vous voulez, de prendre conscience que finalement, avec son corps, on peut aller au-delà de ses limites, on peut expérimenter des nouvelles sensations, on peut avoir une endurance, eh bien, ça forge aussi le caractère. Il y a eu également le fait qu'on a travaillé aussi dans ces deux livres sur l'image de la femme. L'image de la femme, parce que Paris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capitale de la mode. Du coup, nous, ici en France, nous semble incongru. Et on a mis longtemps avant de comprendre que, par exemple, le voile islamique ou le niqab, c'était pas forcément quelque chose pour nous contrarier, mais que c'était aussi, pour certaines femmes, une forme de résistance. Une façon aussi de peut-être rappeler qu'elles existaient en dehors de nous, notre prise de pouvoir sur l'image de la femme dans le monde. C'est intéressant de travailler aussi sur ces notions de qu'est-ce que c'est aujourd'hui le profil idéal, quoi. On peut s'interroger sur la finalité de tout ça. Est-ce que le problème c'est le narcissisme? Est-ce que c'est le selfie? Est-ce que c'est le respect de soi? D'après Lagerfeld, c'est le respect de soi. Est-ce que c'est l'indépendance? Ça, c'était le point de vue de Mademoiselle Chanel. Est-ce que c'est la revendication de notre part masculine aussi? Et ça, au tournant des années 70, avec Yves Saint Laurent, les tailleurs pantalons, les smokings, les combinaisons du soir, qui étaient bien portées et qui pouvaient être tout aussi saillantes que les robes du soir, on s'est aperçu qu'on pouvait revendiquer aussi, nous, une façon d'être qui était une façon aussi peut-être d'accepter notre masculinité. On s'est beaucoup posé la question aussi avec Vaya Politi, à qui je vais céder la parole maintenant, parce qu'elle a beaucoup justement travaillé sur cette image de la femme. Elle a déformé la femme, elle a coupé en petits morceaux. Il y a des fois même, elle en a fait des collages, des reconstitutions. Elle les a ressuscitées, ces femmes, mais à sa façon. Donc on va lui laisser la parole. Je suis née à Thessalonique en 1970. Je suis arrivée en France l'année 2001 pour deux raisons. La première, c'était parce que j'étais amoureuse de mon ex-mari. On n'est plus ensemble. Et la deuxième, c'était parce que je voulais évoluer dans le métier artistique. Pour moi, la France était le pays des Lumières, de la culture, de plein de choses. Et je suis arrivée avec une très grosse attente de la part de ce pays-là. Et je dois dire qu'elle m'a donné beaucoup. Enfin, excusez-moi, c'est le pays, mais pour moi, il y a le mot grec que j'ai dans ma tête. Plusieurs fois, je me trompe au niveau des accords de genre. Donc, pour moi, le pays, c'est une patrie. Voilà, c'est féminin. Et donc, elle m'a beaucoup donné. Et surtout, elle m'a appris à raisonner, donc organiser ma pensée. Et elle m'a appris aussi l'engagement, le vrai engagement. Et pour arriver à un engagement, il faut d'abord se défaire de plein d'illusions. Donc, il y a un gros travail derrière d'émancipation intellectuelle
que la France m'a appris à faire et que j'ai le plaisir de partager donc avec de serres, de concerts, je ne sais pas comment on le dit ça, artistes, voilà. À Lunel, donc maintenant pour parler de Lunel, je suis arrivée, j'ai vécu pendant 3 ans et demi, de 2014 jusqu'à 2017. Et comme c'était juste après mon divorce, pour moi, je cherchais vraiment un appartement en plein centre-ville de Lunel. Je voulais vraiment vivre en centre-ville, c'était mon fantasme artistique et politique et culturel et tout. Et donc je trouvais effectivement un appartement à 180 places de la République. Vous voyez comme la symbolique pour moi en tant que Grecque, ça compte beaucoup, quoi. Et en même temps, à cette année-là où je suis arrivée, j'étais au Collège Révolution de Nîmes. Voilà. Donc tout a compté. Et c'était une période vraiment de transition pour moi. C'était comme vivre une deuxième adolescence où j'allais interagir à nouveau avec tout le monde, avec la société, j'allais choisir mes amis avec qui je pouvais converser, retrouver des engagements communs, refaire le monde. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Pas toujours des rapports faciles, parce que ça m'intéressait beaucoup l'espace public en ce moment-là. Voilà, c'était ça. C'était une période vraiment d'émancipation. La condition féminine maintenant, pour moi, c'est quelque chose comme plasticienne, enfin, qui m'a beaucoup préoccupée par des collages. Martine m'a trouvé à un moment où vraiment j'ouvrais aussi dans le champ de la pensée politique plutôt et poétique. Bon, les deux pour moi ça va ensemble. Donc c'était un moment où j'ai découvert mes différentes formes de dépendance diverses et variées. C'était vraiment un moment, à Lunel, c'était un moment de rupture, les unes après les autres, parce que l'émancipation et la liberté n'est jamais une affaire facile. J'ai découvert le conflit de classe et à la fois les conflits de sexe. Et tout ça, donc, ça a rendu ma quête de liberté, d'émancipation très tourmentée, très mouvementée, enfin, je ne sais pas comment le dire. Donc, j'ai compris que derrière la condition féminine, il y a eu un sujet encore plus universel et plus grand, c'est la question vraiment de l'altérité, sur laquelle je travaille actuellement. En fait, j'ai toujours travaillé sur cette question, mais je ne le savais pas. Voilà. Donc, la question de l'altérité, c'est quelle place on donne à l'autre, c'est-à-dire si c'est lui qui n'a pas encore d'espace de parole dans une société. C'était souvent le cas de femmes. Mais il n'y a pas que le cas de femmes, parce qu'il y a aussi plein d'autres conditions qui sont intéressantes à voir comme altérité, comme la condition, par exemple, de l'émigré ou du migrant en général, comme la condition de plus pauvre, de démuni. Enfin, je joins Martine ici sur la situation avec les Gilets jaunes qui libèrent vraiment la parole sur la condition des invisibles dans la société. Donc je m'intéresse plus maintenant aux invisibles qui, je pense, le XXIe siècle, c'est un siècle où il va
vraiment changer, il va bousculer beaucoup le domaine de représentation. Voilà. Je ne vais pas trop, j'aime pas trop parler de moi dans le sens artistique. Enfin, vous pouvez aller sur mon site découvrir mon travail. À propos, Régine Acquier. Je reprends donc la parole. Cette fois-ci, il est question de la conquête donc de l'image qui va conduire à la conquête de ce que c'est que le couple. Alors le couple, il va être abordé successivement justement par ces femmes dans les 2 tomes d'une façon, je dirais, très sincère, très authentique. Il y a bien entendu une émancipation qui fait qu'on est depuis longtemps en France sorti du mariage arrangé, mais du coup ça ne veut pas dire pour autant que le couple va de soi. Donc il y a l'idée déjà de poser la question du respect de soi par rapport au couple entre la fille et le père. Et ça, c'est Mademoiselle Vallée et Madame Guitonneau qui ont bien voulu, si vous voulez, dans leur témoignage, aborder la question. Parce qu'il y a des pères abusifs, des pères qui sont trop entreprenants, des pères qui mettent mal à l'aise leurs filles. Et par conséquent, c'est important aujourd'hui aussi que la parole se libère de ce point de vue-là. La question du mariage, et la question du mariage se pose d'autant plus que nous sommes dans un pays qui a accepté le mariage pour tous. Par conséquent, le mariage aujourd'hui, il est ou non possible, il est ou non accepté. Et là, il y a des personnes comme par exemple Mademoiselle Sanchez qui ont bien voulu justement dire qu'est-ce que c'est que le choix du célibat. Il y a également le couple qui a été en question et avec différentes justement expériences autour de la vie du couple hétérosexuel. Et là, j'ai Madame Assourin, Madame Lavigne, Madame Moissonnier, Madame Figère, moi-même, qui ont abordé la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui de vivre en couple, c'est-à-dire de vivre finalement l'expérience que vivaient nos parents, mais pas comme eux. Après, il y a la question de la famille. Or, aujourd'hui, justement, on a beaucoup évolué par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent d'avoir une famille, mais pas forcément une vie de couple. Et de ce point de vue-là, on a justement Madame Logeux ou Madame Morat qui ont posé bien la question. C'est-à-dire, ou Madame Giraud-Hérault, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui la famille monoparentale? En quoi je m'épanouis, moi, dans le choix d'une famille qui est, que je gère en fait, qui est une partie de moi-même. Et là, sans tomber dans le matriarcat, on voit bien comment ces femmes s'interrogent pour être à la fois elles-mêmes et mères. Donc, maintien de la santé, conquête sur le corps, sur le couple, sur la famille, et puis après, conquête civique, bien entendu. Donc là, on a des engagements. On a des engagements avec Jeanne Santamaria, par exemple, sur le plan syndical. On a des engagements pour la représentativité. Alors ça, c'est le cas de Mireille Lavigne. On a des engagements plus politiques, avec, par exemple, le cas de Gabriela Assourin. On a l'engagement sous la forme de la vie associative avec, par exemple, Josette Gaillot. Et tout ça, c'est des expériences de femmes qui vont au-delà, justement, de l'intolérance, avec la garantie de ce que j'appellerais un minima d'intégration dans la vie
sociale. En quoi est-ce une situation particulière et privilégiée? Eh bien, c'est aussi la revalorisation d'une ville moyenne à travers les regards croisés de ces femmes. C'est le lieu privilégié entre mer et montagne, des moyens de locomotion et des services. Ce positionnement aussi entre la ville et la campagne qui favorise un épanouissement, qui favorise également une vie conviviale et l'éducation des enfants. Et donc, il n'y a pas vraiment ici à Lunel, en tout cas, qui soit percevable dans ces deux livres, de tension entre nature et culture. On a même plutôt l'impression d'une visée qui harmoniserait justement ces deux pôles, à travers les beaux-arts, la musique, le chant, la danse, et également un patrimoine qui est un repérage et qui doit l'être pour ceux qui viennent ici et sont étrangers, et un ancrage pour ceux qui ont décidé d'y vivre. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons les témoignages, par exemple, de Madame Costenoble ou de Madame Falissard, qui nous rappellent justement à quel point ici nous sommes un territoire investi sur le plan culturel, en particulier par le musée Médard et par le cinéma, qui fête cette année, le cinéma Athénée, son centenaire. Donc, c'est pour ça que ces témoignages sont précédés chaque fois d'un historique qui m'a demandé plusieurs années de recherche. Je vais laisser la parole à la postfacière, qui est Noëlle Louise Marty-Gerbeau. J'ai accepté de faire donc la postface de ces deux tomes parce que, justement, il me semblait important de mettre par écrit tout ce que tu as évoqué, ces témoignages, et donner la parole et le mettre aussi par écrit pour qu'il y ait une trace, qu'il reste quelque chose justement de ces femmes qui ont pris la parole et qui n'avaient peut-être pas jusqu'à présent l'impression d'avoir été écoutées. Je m'attache à faire émerger, pas tellement revendiquer des droits, mais simplement mettre en exergue le parcours de certaines femmes d'exception. Mais en fait, mesdames, nous ne sommes pas toutes des femmes d'exception ici ce soir ? Je remercie aussi les messieurs qui sont là, parce que c'est pas seulement Femmes de Lunel en Petite Camargue, ces deux tomes, c'est aussi les hommes. Les hommes, ils sont toujours là, ils sont cités, ils sont évoqués, ils sont analysés, ils sont respectés, espérés, mis une nouvelle fois au monde dans ces livres et peut-être plus présents que jamais à travers ces paroles de femmes. Parce que ces femmes, elles sont les filles, elles sont les épouses, elles sont les compagnes, elles sont les mères. Et par conséquent, elles ont toutes à un moment ou à un autre eu justement dans leur univers affectif un ou plusieurs hommes. Lunel, ça a à voir avec la lune, avec l'eau, et que par conséquent, c'est un territoire terriblement inspirant sur le plan de l'imaginaire, du rêve. Et que par conséquent, eh bien, tous les espoirs sont permis pour cette ville qui, je l'ai dit dans un témoignage qui se trouve dans le tome 2, a survécu à beaucoup de choses et par conséquent a aujourd'hui une capacité de résilience et des forces qui nous viennent du passé et qui vont nous permettre très probablement d'envisager l'avenir avec beaucoup d'ardeur. Merci. Martine Biard vient de nous donner une piste de lecture de son livre, Femmes de Lunel en Petite Camargue. Il ne faut pas le voir comme une collection d'interviews, chaque témoignage étant une forme de réponse à nos interrogations sur l'évolution de la place des femmes. Merci à Cédric d'avoir assuré la technique. Isabelle, vous allez tweeter comme d'habitude. Mais oui, bien sûr, comme tous les mardis soirs. Bien, merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de RCF.